Le Texas pourrait-il faire sécession et quitter complètement les États-Unis? L'hypothèse, elle a été évoquée très sérieusement et la raison, c'est un problème d'immigration qu'on vous explique tout de suite dans le temps des cartes. Et comme chaque jour, avec vous, Aurélien Duchesne, notre spécialiste consultant en géopolitique et défense, on va effectivement se rendre aux États-Unis pour comprendre un peu déjà ce qu'est le Texas. Le Texas, rien qu'en termes de chiffres, on comprend très vite. C'est entre 29 et 30 millions d'habitants, c'est énorme, c'est-à-dire ça représente à peu près la moitié de la France et si on fait l'équivalent, c'est davantage que la population australienne, de l'ensemble de l'Australie, c'est quand même énorme. Deuxième État le plus peuplé des États-Unis, le plus vaste également et premier fournisseur d'hydrocarbures. Est-ce que ça veut dire que c'est un géant américain en vérité le Texas? C'est même un géant à l'échelle mondiale. Si le Texas était un pays, par exemple, il serait la 8e puissance économique mondiale derrière la France. Le PIB, donc la taille de l'économie du Texas, est supérieure à celle de pays comme l'Italie, le Brésil ou encore le Canada. Le Texas, c'est aussi plus qu'un géant au sein des États-Unis, c'est de plus en plus, aux yeux de la droite américaine, un nouveau modèle concurrent, par exemple, du fameux modèle californien, avec une économie qui se développe beaucoup plus vite que le reste du pays. Et quand on regarde la population du Texas, elle a augmenté de moitié en à peine 25 ans. C'est complètement hors norme, y compris pour les États-Unis. Le Texas, c'est un peu, quelque part, la revanche, on va dire, du Sud face aux anciens États du Nord, au plan industriel, au plan du leadership économique. D'ailleurs, je crois que c'est un des États où il y a un taux de natalité des plus élevés et un taux de mortalité des plus faibles. Alors, si on essaye d'aller voir un petit peu comment ça se passe en détail sur ce fameux Texas, alors il y a la capitale, qui n'est pas Dallas, contrairement à ce qu'on peut croire. Tout le monde le pense à cause de la série, notamment des années 70-80. La capitale, c'est bien Austin. Il y a donc cette ville de Dallas qui est très peuplée, mais celle qui est la plus peuplée en vérité, c'est celle de Houston. Il y a rien que dans cette ville 2 400 000 personnes, je crois. Il y a également, il faut quand même le noter, une identité très forte au Texas. À quoi ça correspond exactement l'identité texane? Alors, comme vous le montrez à l'instant, l'identité texane est loin du cliché qu'on peut avoir de l'État rural, de l'Amérique profonde. Le Texas, c'est une identité un peu à part qu'on peut résumer avec 2 chiffres assez symboliques. On dit souvent que le Texas, c'est l'État des 6 drapeaux, parce que le Texas aura été dans 6 pays différents. L'Espagne, la France, c'est un Français qui a fondé parmi les premières villes au Texas. Le Texas a ensuite été mexicain, puis un État indépendant, puis il a fait partie des États dits confédérés, donc ces États du Sud des États-Unis qui avaient fait sécession du reste de... Ah, presque. Continuez, je m'en arrange. Des États du Sud des États-Unis qui avaient fait sécession, notamment sur la question de l'esclavage. C'était la guerre de sécession en 1861-1865. Et le Texas, bien sûr, fait partie des États-Unis. Le grand surnom du Texas, c'est le Lone State, l'État de l'étoile, parce que c'est aussi, on en parlera, l'État qui, au cours de l'histoire, a le plus souvent eu des velléités d'autonomie, voire d'indépendance, et c'est une culture à part. Mais le Texas, et c'est là tout l'enjeu aussi avec l'immigration, c'est une identité qui est aujourd'hui en pleine redéfinition. Si on regarde un sujet très sensible aux États-Unis, les statistiques ethniques, on est passé d'un État qui, en l'an 2000, était à 52% un État dit WASP, c'est-à-dire 52% de la population qui était blanche non hispanique. On fait la différence aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à moins de 40%. Et évidemment, tout ça, c'est du pain béni pour l'extrême droite et pour Trump, qui joue sur cette idée française à la base du grand remplacement et qui agite cette peur identitaire derrière la crise à la frontière. Et justement, cette frontière, rien que pour le Texas, on va le voir, elle fait quand même 3144 km. C'est énorme, en fait. C'est un énorme problème, évidemment, pour le pays, parce qu'il y a jusqu'à 10 000 migrants par jour qui franchissent cette frontière. C'est peut-être la plus grande crise migratoire de l'histoire des États-Unis. Quand on met les chiffres en perspective, il y a déjà eu davantage d'immigrés illégaux aux États-Unis. 12 millions à l'époque du mandat d'Obama. On était à 11 millions à peu près au début du mandat de Joe Biden. Mais on n'a jamais eu un tel flux migratoire. Et une bonne partie de ce flux se concentre au Texas. Ici, toute la rivière, là, c'est le Rio Grande qui est vraiment un des points de passage pour l'immigration clandestine. Et notamment, à peu près au milieu du Texas, la passe dite de Eagle Pass, où aujourd'hui se concentrent beaucoup de passages clandestins et aussi beaucoup de morts, par exemple, parmi les migrants, beaucoup qui essaient de passer dans des conditions parfois inhumaines. Cette crise, elle a une dimension, d'une part, qui est nationale. Si on remonte vraiment jusqu'à New York, cette crise, elle se fait ressentir jusqu'à New York, où il y a des problèmes d'hébergement. Et quand on regarde au niveau du seul Texas, le Texas invoque, et ça pose une question constitutionnelle, le Texas invoque le motif d'une invasion, comme si c'était une invasion armée. Et il est en train de revendiquer désormais de pouvoir s'occuper lui-même de la frontière, alors que c'est évidemment une compétence qui n'est pas celle d'un État,
et de l'ensemble fédéral des États-Unis. Justement, la frontière, elle ressemble à quoi? Eh bien, elle ressemble globalement à ça, c'est-à-dire qu'on a ce fameux Rio Grande, ce fleuve dont vous parliez, ce n'est pas toujours le cas le long de la frontière, et il y a ce genre de barrière, c'est-à-dire en fait, j'allais dire parfois fait de matériaux de fortune, parfois avec des barbelés, et ça justement, le gouvernement fédéral a dit que ça n'était pas légal, en demandant donc à ce qu'on les enlève, mais le Texas a dit absolument pas, jamais de la vie, on gardera ces frontières parce que c'est notre survie qui en dépend, écoutez. Le président qui a causé ce chaos à la frontière devrait venir ici. Il est en retard de 2 ans et en retard de 20 milliards de dollars. Il doit s'avancer désormais et prendre des mesures fortes, comme rembourser la dette du Texas pour tout ce qu'elle a dépensé ou allouer davantage de ressources pour que le gouvernement fédéral fasse son travail. Alors on sent que le divorce est quand même un petit peu consommé, sauf que du coup dans cette bataille entre le gouvernement fédéral et le Texas il n'est pas seul. Regardez, il y a 25 États qui ont rejoint la lutte du Texas, ça fait quand même beaucoup, rien que sur la carte on en prend quand même la mesure. Ce sont en fait tous les États gouvernés par des gouverneurs républicains. Il y en a un, le Vermont, qui est sur une ligne un peu moins extrémiste entre guillemets, mais d'autres, par exemple la Floride, du fameux Ron DeSantis. La Floride a déjà envoyé 1000 membres. C'est lui. C'est ex-futur président des États-Unis qui a cédé face à Trump et son retard dans les sondages. Ce Ron DeSantis, il a envoyé déjà 1000 membres de sa garde nationale à l'échelle de la Floride. La garde nationale, à la base, ce sont soit pour des catastrophes naturelles, soit pour des missions militaires. C'est-à-dire que Ron DeSantis et d'autres gouverneurs républicains, ils rejoignent le Texas non seulement dans l'idée qu'il ferait face à une invasion, encore une fois avec une comparaison qui est militaire, mais ils s'opposent aussi directement à la Cour suprême. Parce que la Cour suprême fédérale des États-Unis a jugé que les barbeliés qu'on montrait à l'instant, c'est illégal, par exemple, au regard du droit d'asile. Et elle dit aussi que le Texas ne peut pas invoquer une menace d'invasion pour légitimer une autodéfense, parce que la frontière, c'est celle, non pas du Texas tout seul, c'est celle de l'ensemble des États-Unis. Et là, on est dans un comportement de ces gouverneurs qui sont en train de piétiner quelque part l'esprit de la Constitution américaine. Et justement, ce même DeSantis, c'est lui qui a évoqué l'idée justement que le Texas puisse éventuellement quitter les États-Unis. Voici comment il se justifie. Je dis que si la Constitution était initialement comprise comme quelque chose qui empêchait un État de se défendre en cas d'invasion, la Constitution n'aurait pas été ratifiée en premier lieu et le Texas n'aurait jamais rejoint l'Union quand il l'a fait. Et pour débattre de tout ça, on est donc avec Aline Lebaille-Crémer. Bonjour à vous. Bonjour. Cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. Claude Blanche-Maison, bonjour à vous. Bonjour. Ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Vivre avec Poutine, notamment. Le général Patrick Dutartre, bonjour à vous. Bonjour. Ancien général de l'armée de l'air et donc Aurélien Duchesne, on l'a vu bien évidemment. Nous sommes également en direct avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Justement, Jean-Éric Brana, première question pour vous. Est-ce que l'hypothèse d'une sécession, elle est vraiment crédible ou est-ce que c'est vraiment juste un fantasme, un coup politique ? Alors, c'est pas un fantasme, mais c'est la timbale en réalité. Quand on est du Sud, ça fait partie de ce bric-à-brac qu'il y a pour dire qu'on est différent. Vous savez, dans le Sud profond des États-Unis, on se bat, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, contre l'État fédéral. On reproche tout à Washington, qui évidemment veut peser de tout son poids pour imposer des tas de choses plus horribles les unes que les autres à tous les États. Et c'est vrai qu'au Texas, eh bien, on cultive ça un peu plus qu'ailleurs. C'est un des anciens États confédérés, comme ça a été expliqué. C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire des États-Unis, ils ont fait sécession, ils ont voulu avoir leur confédération à eux, donc un deuxième États-Unis qui se trouvait à côté de l'ancien. Mais pour répondre très concrètement à la question, non, le Texas ne peut pas légalement faire sécession puisque la Cour suprême a déclaré en 1869 que c'était une union indestructible et indissoluble, c'est-à-dire qu'elle sera pour les temps à venir, pour toujours une union qu'on ne peut pas quitter. C'était la conséquence de la guerre civile et c'est pour ça que le président Lincoln avait expliqué à la fin de la guerre que maintenant plus aucun État ne pourrait quitter cette union qui est une et indivisible. C'est la devise des États-Unis. Effectivement. Alors, une fois que cette question a été écartée, quand même, il faut bien se rendre compte d'une chose, quand même, Claude Blanche-Maison, c'est que dans l'argumentaire de tous ces gouverneurs républicains, il y a bien, j'allais dire, une rhétorique qui est celle-ci. On en veut à l'administration Biden. On n'en veut pas à l'administration. On en veut à l'administration Biden. Tiens, campagne électorale. Évidemment, on sait que ce sujet de l'immigration va être un sujet central dans la campagne électorale et c'est pas tout à fait nouveau. Donc je pense que le jeu politique est en effet
d'agiter un peu tous les fantasmes, y compris celui d'une éventuelle indépendance. Mais les politiciens du Texas savent très bien que c'est impossible, que en effet la fédération est indivisible et la Cour suprême a statué dans ce sens. Donc maintenant, c'est une négociation entre les républicains et les démocrates. Et d'ailleurs, la négociation a commencé sous une autre forme pour l'allocation des différentes fractions des 101 milliards de dollars qui doivent fournir l'aide à l'Ukraine, l'aide à Israël et justement la protection de la frontière par rapport au Mexique. Entre autres, oui. Alors effectivement, on ne sait pas bien où en est cette négociation. Apparemment, elle patine, et ce qui est très grave parce qu'effectivement, Joe Biden veut dégager l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël aussi d'ailleurs. Il pensait que l'équilibre d'un gros paquet de ce genre permettait d'avoir des éléments de négociation, mais la tension monte sur l'aspect migratoire. Et en fait, il faudra en mettre pratiquement la moitié sur... En tout cas, pour satisfaire l'opinion. Sur la frontière, n'est-ce pas? Et ça, effectivement, la discussion, je pense, actuellement, bat son plein. Aurélien Duchesne. Pour compléter ce qu'a très bien rappelé Jean-Éric Brana sur cet arrêt, je crois que c'était Texas versus White, sur la non-sécession, il y en a quand même dans le Parti républicain du Texas, par exemple, qui réinterprètent cela en disant « Ah oui, mais on n'a pas le droit à une sécession unilatérale, mais ça pourrait se faire, par exemple, dans un cadre qui serait, par exemple, s'il y avait un autre vote avec des États. » Et là, on en vient à une question qui reste de l'ordre du fantasme. Comme le disait Jean-Éric Brana, on est vraiment dans le domaine de l'extrêmement improbable, mais il y a la question, pour reprendre les termes de Marjorie Taylor Greene, une égérie de l'extrême droite américaine, du divorce national. Et quand on regarde ce divorce national dans les sondages, on voit par exemple que beaucoup d'Américains, notamment côté républicain, s'ouvrent à l'idée que, par exemple, on sépare les États, pour la faire simple, de gauche et les États de droite. On a beau rester dans la politique fiction, on n'avait jamais eu de telles aspirations à couper le pays en deux sur des bases de polarisation politique. Et ça, c'est quand même assez inédit. Aline Lebecq-Reimer. De rappeler aussi que dans la séquence moderne, parce qu'il y a déjà eu ce type de folklore mis au goût du jour dans le débat public aux États-Unis, mais enfin, de toute façon, oui, vous rappeliez, il y a quand même ce juge Antonin Scalia, l'ancien juge de la Cour suprême, à qui on avait posé la question, non, un État aux États-Unis ne peut pas faire sécession. Les États-Unis, c'est une nation indivisible. Cette question-là, dans la séquence récente, elle était apparue en juin 2022, très exactement par la motion des plus exaltés républicains, pour pas dire radicalisés républicains, après la tuerie d'Uvalde, en fait, qui est de l'école de Uvalde, où 22 enfants étaient morts, enfin 20 enfants et 2 enseignants. Il y avait eu un débat extrêmement violent sur la question de la législation sur le port d'armes, et c'était agrégé à ce magma de colère, d'interrogation, etc., la question de l'avortement, quelques sorties très homophobes au passage. Donc c'est aussi ce type de groupe, de motion, de faction républicaine qui anime ça et qui appuie sur des boutons. Alors on pourrait le croire folklorique, mais enfin c'est quand même un peu plus grave que ça, parce que ce que ça anime, l'idée de sécession, et il y a un historien qui le dit très bien, s'il y a bien une leçon sur la guerre de sécession qui a été retenue aux États-Unis, c'est que l'idée même de sécession était détruite à tout jamais. Donc ils embrassent quand même ce champ imaginaire-là, enfin cette géosymbolique-là, et qui est extrêmement grave, parce que la guerre de sécession, c'est quand même entre 650 000 et 1 million de morts à peu près. Donc c'est la page la plus sanglante de l'histoire des États-Unis. Donc il y a quelque chose là d'extrêmement populiste, d'extrêmement sombre et d'extrêmement violent en fait. Qui un peu est comme animé. l'attaque du Capitole, si j'osais faire une comparaison. C'est-à-dire que tout ce qui est sacré dans la Constitution, on ose se dire que finalement, on peut complètement marcher Donc on dessus. est au-delà de la timbale et du folklore, je trouve. On est dans quelque chose d'extrêmement vrai. De rappeler au passage qu'au Texas aussi, les femmes doivent souvent s'expatrier dans d'autres États, ne serait-ce que pour pouvoir avorter dans des conditions normales.